Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner ce soir la sémiologue Mariette Darigrand. Bonsoir chère Mariette. Bonsoir Adeline. Et bonsoir Laurent Guimier. Bonsoir Adeline. Merci à tous les deux d'être là. C'est parti pour le sommaire de ce soir avec à la une l'Ukraine. Les Ukrainiens doivent-ils se préparer à passer un 4e Noël en guerre? Les pourparlers de paix à Moscou n'ont pas permis de franches avancées et on retient surtout de cette semaine les mots de Vladimir Poutine qui se dit prêt à la guerre avec l'Europe. Les 27, eux, tentent d'avancer en rang serré. Nous en parlons ce soir avec Bénédicte Tassard. Bonsoir. Bonsoir Vous êtes Adeline. la chef du service international de RTL. Merci d'être là aux côtés de Jean-Michel Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Député EPR du Morbihan et président de la commission défense à l'Assemblée nationale. Et Anastasia Fomitchova. Dobry večer. Bonsoir Anastasia. Et merci infiniment d'être avec nous ce soir parce que chaque voix compte, nous voulions entendre la vôtre. Vous êtes franco-ukrainienne, docteur en sciences politiques et vous vous êtes engagée dans la résistance ukrainienne dès le début de la guerre en février 2022 en tant qu'infirmière de combat. Vous le racontez dans ce livre Volia, paru en septembre chez Grasset, un témoignage essentiel pour comprendre ce que signifie concrètement résister. Vous allez nous raconter votre guerre et votre Ukraine. Mariette Darigrand, vous aussi, vous allez nous raconter d'une certaine façon la guerre. En tout cas, un peu de l'histoire de ce mot qui, vous allez voir, est ancien mais il n'est pas antique. Donc il ne vient pas de notre source gréco-latine. À suivre ensuite à 20h05, quelle histoire avec Laurent Guimier? Dans la famille Sarkozy, je demande Louis, le fils de l'ancien président, a choisi de faire une entrée pétaradante en politique et je vous raconte les recettes de Sarko Junior pour tenter de se faire un prénom. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Question ce soir autour du protoxyde d'azote. Qu'attend-on pour le classifier comme une drogue et pour l'interdire? Eh bien, nous poserons la question à Vincent Ledoux, député EPR du Nord, Joël Mélin, député RN des Bouches-du-Rhône et elle-même médecin, et le professeur Amine Mediamina, chef du service addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Paris. Nous attendons bien sûr vos réactions ou vos questions. Vous pouvez flasher le QR code qui apparaît ici sur votre écran. À 20h30, rendez-vous avec Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale, qui est surtout le journal du PLFSS en ce moment. C'est Marco Pommier qui sera avec nous tout à l'heure. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte. C'est parti. Voilà maintenant 1380 jours que la guerre a commencé en Ukraine. Être ukrainien aujourd'hui, c'est porter en soi la douleur de la guerre, c'est vivre dans sa chair et son âme les souffrances accumulées au fil des siècles. Voilà les premiers mots que vous écrivez dans votre livre Volia, Anastasia Fomitchova. C'est un livre brut que vous dédiez d'ailleurs à tous ceux qui se battent pour que l'Ukraine reste libre et en particulier les volontaires dont vous faites partie, Anastasia. Vous étiez déjà engagée en 2017 et quand la guerre éclate le 22 février 2022, eh bien, vous êtes à Paris et vous partez immédiatement pour Kiev. Vous prenez en fait le bus tout droit direction l'Ukraine, c'est ça ? Absolument, oui. Donc le 24 février 2022, j'étais donc à Paris. Il faut savoir que les rumeurs concernant une invasion probable de l'Ukraine à grande échelle avaient commencé déjà depuis presque un an. C'est-à-dire qu'au printemps 2021, Vladimir Poutine faisait déjà des déclarations extrêmement inquiétantes, en disant en amenant la responsabilité notamment sur les pays occidentaux et en promettant une réponse qui serait ferme, asymétrique et sans appel au cas où il y aurait donc ce qu'il appellerait des provocations. Vladimir Poutine a donc décidé d'envahir l'Ukraine et attaqué la ville de Kiev le 24 février. Et comme des millions d'Ukrainiens, en fait, j'ai choisi de rejoindre les rangs de... Vous n'hésitez pas une seconde, vous êtes à Paris, vous vous dites ma place est là-bas, elle n'est pas ici en France. Oui, parce que notre armée, en fait, en Ukraine n'était pas préparée il y a 10 ans, en 2014, en raison de cessions budgétaires, en raison de coupes. Et donc, ce sont les citoyens qui ont rejoint les rangs de l'armée ukrainienne entre 2014 et 2022, mais surtout à partir de 2022. Et vous vous retrouvez à ce moment-là, donc dans ce bus qui vous emmène en Ukraine, et ensuite vous vous retrouvez au plus près de la ligne de front. Qu'est-ce qui vous marque dans les premiers jours de cette guerre ? À vrai dire, vous savez, André Malraux parlait du désordre de courage pour parler de la résistance.
en l'occurrence, en 2022, on n'était pas certains d'entre nous avions déjà l'expérience de la guerre, mais on était très peu à la voir. Et donc, ça a été une organisation collective qui est partie du bas, qui est partie de la société, pour organiser cette défense face à l'armée russe qui essayait donc d'entrer dans la ville de Kiev à ce moment-là. Et je le disais que votre récit, c'est un récit brut. Vous racontez les tranchées, vous racontez les corps mutilés, vous racontez aussi les corps des soldats russes qui pourrissent sur place parce que l'armée russe ne vient pas les chercher. Vous racontez la guerre sans l'héroïser, parce qu'en fait, la peur est omniprésente sur le champ de bataille. Oui, la vertu de la littérature, c'est de pouvoir justement raconter les choses telles qu'elles le sont. Donc j'ai souhaité montrer que dans la guerre, en fait, il n'y a pas de romantisme. On ne romantise pas la guerre lorsqu'on l'a vécue. La guerre est extrêmement dure, brutale, et en fait, on peut se préparer au mieux. On n'est jamais totalement préparé à ce à quoi on va se confronter. Mais la guerre, c'est aussi une histoire de survivre ensemble et de se battre pour les valeurs auxquelles on croit. Il y a la peur et puis il y a la mort. Vous avez d'ailleurs, quasiment dès les premiers jours, dû remplir un formulaire pour laisser des instructions funéraires. Bien sûr, oui, la peur est là. La peur est toujours là lorsqu'on sait qu'on risque de mourir, lorsque la probabilité même de mourir est très élevée. Et maintenant, c'est un donné qu'on est obligé de rationaliser. On est obligé de savoir que, en fait, de prendre conscience que lorsqu'on s'engage, on risque véritablement sa vie. Oui. Combien de temps êtes-vous resté médix sur le front aux côtés des soldats ukrainiens ? Donc j'étais déjà engagée entre 2017 et 2020. Et en 2022, donc j'étais présente dès les premiers jours de la guerre jusqu'à la contre-offensive sur Kherson où j'ai été blessée. Donc en septembre. Et là, on vous a demandé, on vous a dit d'arrêter en fait à ce moment-là. Oui, après j'y suis retournée depuis, mais sur des missions plus... on va dire, où j'étais moins exposée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, même les soldats qui sont blessés sont remobilisés immédiatement à partir du moment où ils ont la capacité de continuer à combattre. Et donc, finalement, on est très nombreux à faire le choix de se réengager après. Et comment on revient ensuite, j'allais dire, parmi les vivants, parmi les civils ? Est-ce qu'il y a une part de vous qui est restée dans les tranchées ? En fait, la réadaptation à la vie civile, elle est propre à chacun. Effectivement, c'est un processus auquel tous les militaires sont confrontés. Aujourd'hui, l'enjeu pour notre société, c'est justement de réintégrer les vétérans après. Oui. La guerre n'est pas finie. Il y a encore une grande partie de la société qui est engagée, qui est encore dans les tranchées. Et donc, notre rôle, lorsqu'on est revenu, c'est de faire en sorte que nous puissions être au mieux en mesure de les réintégrer à la société civile. Vous étiez encore à Kiev la semaine dernière. On est quasiment à 4 ans de guerre. Est-ce qu'il y a une lassitude chez les Ukrainiens ou en tout cas chez les habitants de Kiev ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, tout le monde est fatigué par les bombardements incessants. Et c'est justement une des stratégies de la Russie que d'utiliser cette arme de la terreur, du harcèlement moral aussi, si j'ose dire, d'empêcher les habitants de Kiev de dormir. Les alertes ont lieu toutes les nuits, les attaques de drones ont également lieu toutes les nuits. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, il y a eu la violence des attaques n'a fait que s'intensifier, notamment sur les villes, sur le système énergétique. Et donc maintenant, ce sont des attaques combinées mêlant missiles et drones qui sont des attaques extrêmement violentes qui durent plusieurs heures. Donc oui, bien sûr que tout le monde est fatigué, mais ça n'entache pas la détermination à rester. Et c'est pour ça que votre livre, il s'appelle Volia. C'est un mot qui n'existe pas en fait en français. C'est un mélange entre la volonté et la liberté, c'est ça. Est-ce que c'est ça l'Ukraine aujourd'hui ? C'est la Volia. Est-ce que c'est ça qui l'a fait tenir ? Ce qu'il faut comprendre, oui, c'est que... Aujourd'hui, on va continuer de se battre. Il y a ceux qui sont dans le pays, qui restent dans le pays, qui travaillent dans le pays. Il y a ceux qui sont aujourd'hui au front. Il y a ceux qui continuent de soutenir l'effort de guerre et les forces armées. Donc oui, l'Ukraine aujourd'hui, c'est tout ça. Et en fait, c'est aussi un processus dans lequel on est engagé vers l'intégration européenne et avec l'objectif un jour donc, d'intégrer l'Union européenne.
Et puis cette question aussi ce soir, la paix est-elle possible dans les prochains jours, les prochaines semaines? On parlait lundi dernier d'une semaine cruciale. Donald Trump évoque une très bonne rencontre entre son envoyé spécial à Moscou, Steve Witkoff, et Vladimir Poutine. Les pourparlers de paix se poursuivent d'ailleurs ce soir en Floride cette fois. Le point avec Clément Perrault. C'est ce qu'on appelle une arrivée en grande pompe. C'était sur la chaîne indienne India Today en milieu d'après-midi. Vladimir Poutine vient d'atterrir à New Delhi pour une visite officielle de 48 heures. Dans une interview à la chaîne, le maître du Kremlin se montre une nouvelle fois inflexible sur les concessions territoriales qu'il attend de l'Ukraine. Soit nous récupérons ces territoires par la force, soit éventuellement les troupes ukrainiennes se retirent et arrêtent de tuer des gens. Une Russie droite dans ses bottes. C'était déjà le cas lundi, lors de la venue à Moscou de l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff. Un accord de paix semble loin tant les prétentions du Kremlin sont élevées. Donald Trump a du mal à convaincre quand il tente d'afficher son optimisme. Il aimerait mettre fin à la guerre, c'était l'impression de nos émissaires. Maintenant, que ce soit vrai ou non... Et vous le croyez ? C'était leur impression. Vous savez, leur impression était qu'il aimerait voir la guerre prendre fin. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est lui en Chine. Il essaie de convaincre Xi Jinping d'œuvrer à une résolution du conflit. On a longuement évoqué ce matin la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Je crois que nous mesurons l'un et l'autre la gravité de la situation et la nécessité d'avoir une paix, en effet, robuste et durable. Mais le président chinois se montre frileux. La Chine n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine et la Russie reste pour elle un partenaire commercial majeur. Sur le terrain, les combats se poursuivent, intenses. La nuit dernière, la Russie a lancé 138 drones sur l'Ukraine. Selon les premiers chiffres publiés, au mois de novembre, 249 civils ont été tués. Un chiffre très élevé qui témoigne d'une intensification des combats. Bénédicte Tassard, au fond, à quoi elle a servi cette réunion à Moscou? Elle a duré 5 heures, aucun communiqué, aucun compte-rendu. Que sait-on de ce que se sont dit Vladimir Poutine et les deux émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner? Écoutez, on n'a pas eu de micro pendant les négociations, mais ce qu'on a vu déjà à l'entrée de ces négociations, le décor était planté. C'est-à-dire qu'on a vu deux émissaires américains qui arrivent à Moscou, qui vont dîner dans un bon restaurant étoilé, qui se promènent sur la place rouge où Dmitriev leur explique bien que là, on est en train de construire et que pourquoi pas, il y aurait peut-être une Trump Tower sur la place rouge, on ferait des affaires ensemble. Donc, les deux émissaires vont déjeuner avec quelqu'un qui est quand même soumis à des sanctions internationales, qui est poursuivi quand même par l'Occident et par l'Europe en particulier pour crimes de guerre. Et puis ils s'installent devant Vladimir Poutine qui leur dit, vous voyez, Moscou se construit, pourquoi pas avec vous et tranquillement. Mais l'Ukraine, elle passe au second plan. C'est-à-dire que Poutine, de toute façon, sait très bien que le plan de paix, il n'en veut pas. Il n'y aura pas de paix avec l'Ukraine. Poutine attend que l'Ukraine s'effondre, ou alors il attend que Trump lui donne un petit coup de pouce et qu'il obtienne ce qu'ils veulent, c'est-à-dire tous les territoires, le Donbass, c'est-à-dire que ne pas signer surtout de paix avec Zelensky, puisqu'il ne veut pas reconnaître Zelensky comme un homme d'État, et puis il ne veut pas non plus que l'OTAN défende l'Ukraine. C'est ce qu'il veut obtenir. Et là, pour l'instant, il veut la capitulation de l'Ukraine. Oui. Il veut que l'Ukraine devienne un peu comme la Biélorussie, un vassal de la Russie. C'est ce qu'il veut obtenir. Donc pour l'instant, on est au point mort. À l'issue de cet entretien, les Américains sont d'ailleurs directement repartis aux États-Unis sans passer par la case Ukraine, histoire de rendre compte éventuellement à Volodymyr Zelensky. Et alors, le journal allemand Der Spiegel rapporte ce soir les propos qu'Emmanuel Macron aurait tenus à Volodymyr Zelensky et à ses homologues européens pendant une conversation téléphonique. Il existe un risque que les États-Unis trahissent l'Ukraine sur la question des territoires sans qu'il y ait de garantie claire en matière de sécurité. Et le chancelier allemand Friedrich Merz aurait alors dit au président ukrainien de faire très attention dans les prochains jours. Les Américains se jouent de vous et de nous. Est-ce que c'est ça la bonne lecture qu'il faut avoir de ce rendez-vous de Moscou? Oui, tout à fait, c'est la bonne lecture. On a l'impression qu'il y a une manipulation concoctée par les Américains et les Russes. Et de toute façon, c'est ce qui déjà
c'est déjà ce qui a voulu se passer à Anchorage, sommet d'Anchorage au mois d'août dernier. Premier essai, on essaye de forcer la main des Ukrainiens. Et maintenant, avec les négociations de Genève et de Moscou, on essaie une nouvelle fois d'obtenir cette capitulation. Les Européens, maintenant, en sont conscients. Ça fait 1 an qu'ils sont derrière Trump, qu'ils l'appellent tous les jours, qu'ils vont le voir, ils décrochent le téléphone. La semaine dernière, Mme Meloni, M. Stubb, le Finlandais, Emmanuel Macron a envoyé son conseiller diplomatique à Genève pour soutenir les négociations, pour montrer qu'on était là, mais on n'était pas à Moscou. Anastasia Fomitchova, quel regard vous portez sur ces pourparlers et sur cette alerte des Allemands et des Français qui disent à l'Ukraine attention parce qu'on est en train de se faire avoir? Oui, en fait, je pense que c'est très clair que pour la Russie, la Russie essaye d'obtenir aujourd'hui, par la voie diplomatique, ce qu'elle a échoué à obtenir militairement. Essayer d'atteindre ses objectifs. Rappelons que en février 2022, l'objectif était, soi-disant, de démilitariser aussi l'Ukraine, de faire changer, en fait, de pouvoir mettre un pouvoir qui serait complètement à la solde de Moscou. Donc, en fait, aujourd'hui, la pression exercée par la Russie par la voie des négociations, c'est justement d'essayer d'obtenir la capitulation de l'Ukraine. Jean-Michel Jacques, vous suivez forcément ces négociations également, notamment parce que vous êtes le président de la commission défense à l'Assemblée nationale. Quel regard, vous portez sur ce qui s'est joué depuis 48 heures ? On est dans une certaine continuité, finalement, un jeu de dupes. On voit bien que Vladimir Poutine, de toute façon, dit tout et son contraire. Il y a quelques jours, il nous disait il souhaitait envahir ou attaquer plutôt l'Europe. Et puis là, il nous dit qu'il est prêt à le faire. On a aussi un président américain qui a une posture qui est assez imprévisible. Mais ce n'est pas nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, si on regarde dans le rétroviseur, c'est ce qui se passait déjà il y a quelques semaines. Mais vous pensez qu'on a trop attendu de ces pourparlers de paix ? On s'est dit que Donald Trump allait réussir à Moscou ce qu'il avait réussi à Gaza ? Oui, moi je ne m'attendais pas à plus que ce que l'on voit, personnellement, à titre personnel. Bénédicte non plus. Je pense que les Européens et les Ukrainiens n'attendaient absolument rien des pourparlers de Moscou. Simplement, il ne faut pas froisser Donald Trump. Donc, ils font semblant. Ils le laissent faire et ils font semblant et ils n'en attendent rien. Alors, l'Union européenne ne reste pas pour autant les bras croisés. Elle a annoncé hier soir avoir trouvé un accord pour mettre fin à l'importation de gaz russe à l'automne 2027. Pardon, Jean-Michel Jacques, mais on est quand même nombreux, je pense, en France, à penser que l'Europe n'importait déjà plus de gaz russe depuis le début de la guerre. On en est où réellement ? Alors, on a une autonomie énergétique quand même qui se développe et d'ailleurs, ça déstabilise bien l'économie russe qui est obligée finalement de se replier quand même plus vers la Chine. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique le lien chinois aussi et russe parce que finalement, notre autonomie énergétique qu'on essaye de développer, et bien entendu, ça met du temps et il faut quand même laisser du temps au temps, mais en tout cas, fait en sorte que les Russes n'arrivent plus à vendre leur énergie à l'Europe comme ils le faisaient. Est-ce que ça risque de faire flamber nos factures d'énergie ? Ça peut, oui. Et d'où l'importance de rentrer dans une autonomie énergétique et une souveraineté énergétique au niveau européen. Et à ce niveau-là, la France a été plutôt vertueuse grâce à l'énergie nucléaire, à ces centrales nucléaires. Bénédicte Je précise surtout que ce qu'a décidé l'Union européenne hier, ça concerne surtout la Bulgarie et la Hongrie, qui eux sont beaucoup plus dépendants que nous de l'énergie russe. Oui, et initialement, Viktor Orban refusait aussi de ne plus avoir recours au gaz russe. Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump vient de lever les sanctions sur la société russe Yukol pour que les Hongrois paient moins cher dans les stations-service. Laurent ? Ça me fait quand même poser la question. Pousser les Russes dans les bras des Chinois, c'est vraiment une stratégie intéressante pour nous ? Je pense qu'on n'a pas besoin de pousser les Russes dans les bras des Chinois. Ils y sont depuis longtemps. Ils y sont depuis longtemps. Vous avez vu l'objectif du président de la République en Chine hier et aujourd'hui, c'est de convaincre Xi Jinping d'être un médiateur auprès de Poutine. Mais le lien
d'amitié sino-russe est indéfectible. Là, je parlais de l'économie. Et vous parliez de l'économie, mais les Chinois aident les Russes. Et Xi Jinping a rejeté il y a quelques instants toute part de responsabilité dans la poursuite de la crise ukrainienne. Donc ça, c'est clos. Juste avant la réunion de Moscou, il y avait bien sûr eu les mots de Vladimir Poutine qui avait lancé de lourdes menaces contre l'Europe. Écoutez. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe. Je l'ai répété 100 fois. Mais si l'Europe le souhaite et commence, alors nous sommes prêts dès maintenant. Ça ne fait aucun doute. Bénédicte Tassard, pourquoi dit-il cela maintenant ? Il dit ça déjà, pour nous faire peur, pour semer un petit peu. C'était ma question d'après. Et je pense aussi pour rassurer, pour montrer sa force vis-à-vis du peuple russe. Pour dire au peuple russe, vous voyez, je suis là, je vous défends. Il y a une propagande au sein de la Russie qui est énorme, anti-occidentale, si vous voulez. Donc, pour lui, ça coule de source de dire ce genre de choses. Il veut faire croire aux Russes que nous voulons la guerre. Si vous voulez, il veut inverser ce qu'on dit toujours. C'est une l'inversion de la charge. Inversion de la charge, voilà. La Russie est la victime, nous sommes les agresseurs. Il faut aussi parler de cet article publié par 3 diplomates russes dans une revue du ministère russe des Affaires étrangères. Le titre de l'article, c'est « Tout brûler jusqu'à la Manche ». La mer, la Manche. Oui. On peut y lire notamment que pour que l'Occident écoute enfin la Russie, Vladimir Poutine ferait peut-être mieux d'envoyer des troupes jusqu'à Berlin ou Paris. Il faut prendre ce genre d'article au sérieux, Bénédicte ? Non, pas trop. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. On veut montrer donc ces 3 diplomates russes qui sont proches donc du Kremlin, qui veulent faire plaisir à Vladimir Poutine et qui abondent en son sens. Pardon, excusez-moi, madame, je t'en prie. Allez-y. Et ça alimente, on va peut-être dire la même chose, et ça alimente la bulle informationnelle qu'ils essayent de mettre en place, parce qu'en fait, à travers ces propos, ce qu'ils essayent de toucher, c'est la population européenne. Oui, parce que j'allais dire, vous dites c'est pour faire peur, mais c'est pour faire peur aux dirigeants européens ou aux populations ? Surtout, il s'adresse surtout aux populations, bien sûr, parce que les chefs européens et les chefs militaires européens savent aussi la puissance que nous représentons. N'oublions pas que l'Europe est une puissance économique, que l'Europe est une puissance militaire aussi. Et que nous On va en parler parce qu'il y a un rapport très intéressant de l'IFRI qui a été publié il y a quelques jours, qui compare justement les forces en présence. Le rapport de force Europe-Russie, on va en parler dans un instant. Je voulais qu'on parle des incursions de drones qui font partie aussi de cette stratégie de terreur. Et vous allez voir qu'en France, l'armée s'adapte et se prépare à cette menace drone. Un reportage sur le terrain avec le 2e régiment d'infanterie de marine installé en Sarthe. Clément Perrault, Pierre-Yves de Héninck. Ces soldats sont formés pour monter en première ligne. Sur le terrain, leur menace numéro 1 désormais, ce sont les drones, dont l'utilisation est devenue intensive lors des conflits. Aujourd'hui, séance spéciale pour apprendre à tirer sur ces nouvelles cibles. C'est un drone qu'on peut retrouver sur pratiquement tous les champs de bataille. Vous voyez, il est équipé d'une munition dessous, un fusil à pompe canon court. Pour nous entraîner, avant de tirer sur un drone qui coûte 500 ou 600 €, on va se concentrer sur des plateaux de balle-trappe. 3 fantassins sont positionnés pour l'exercice. Allez, j'envoie. Contact gauche, personnel à gauche. Contact midi. Le vol des plateaux, par sa vitesse et sa trajectoire, est censé reproduire celui d'un drone. Les cartouches utilisées ont des plombs assez petits mais nombreux pour multiplier les chances de toucher l'appareil. Ok, un personnel neutralisé. Notez. Exceptionnellement, de vrais drones sont parfois utilisés, comme sur cette vidéo. Tirer ainsi sur les drones au fusil relève du dernier recours dans les situations critiques pour la vie des soldats. Mais la défense anti-drone développe aussi des technologies qui permettent de détecter et de brouiller ces engins avant qu'ils n'arrivent sur la ligne de défense. En forêt, les soldats rencontrent des industriels de l'armement venus leur présenter leurs nouvelles technologies. Ici, un radar détecteur de drones et une antenne de brouillage. Elles sont reliées à un poste de contrôle positionné dans la tranchée. Démonstration avec ce drone. Une fois brouillé, il tombe au sol.
Ce type de technologie est utilisé en Ukraine et en Russie, mais son spectre d'utilisation est bien plus large que les seuls champs de bataille. On travaille notamment avec certains partenaires au déploiement de nos systèmes sur des aéroports, notamment en détection. On sécurise également une quarantaine de prisons en France aujourd'hui. Et en effet, certaines emprises critiques, dont des sites gaziers, des sites pétroliers. Narcotrafic, espionnage industriel, renseignement, la menace drone s'est généralisée. La raison, l'excellent rapport entre son coût et son efficacité. Un drone kamikaze basique peut coûter moins de 500 € et faire plusieurs victimes. Pour l'armée française, s'y adapter est devenu un enjeu crucial. On va avoir dans notre environnement de plus en plus de microsystèmes. Ils ne seront pas forcément volants, ils pourront être terrestres. Et donc il faut s'équiper et surtout il faut vraiment s'intégrer dans cette démarche d'innovation et d'adaptabilité. Les choses vont de plus en plus vite. Pour lutter contre les drones, les savoir-faire et les technologies existent en France. Les entreprises spécialisées sont en pleine croissance. Mais leur matériel a un coût. Se protéger des drones, c'est aussi une question de budget. Le drone est-il en train de changer le visage de la guerre, Jean-Michel Jacques ? Oui, clairement. Clairement, ça a été, et on l'a bien vu avec cette guerre en Ukraine, c'est vraiment un changement du champ de bataille. Même les méthodes de déplacement, les méthodes, tout a changé. Et sur le plan industriel aussi, parce que c'est des équipements qu'il faut fabriquer, il faut mettre en place une industrie qui permette de faire énormément de drones. Heureusement, les Ukrainiens ont mis cela en place. Ils ont réussi et ils fabriquent des drones pour pouvoir se défendre. Mais à l'échelle européenne et française, nous devons aussi accélérer le mouvement en destination de ces équipements qui sont indispensables. On a différents types de drones. On a des drones de munitions téléopérées qui sont là pour exploser et près des combattants. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a près de 80% des pertes humaines en Ukraine sont liées aux drones. Donc, il y a ces munitions téléopérées. Il y a aussi des drones d'observation qui permettent de voir les déplacements des ennemis. Puis, on a des drones beaucoup plus gros qui ressemblent presque à des avions et qui peuvent tirer même des missiles éventuellement. Je disais tout à l'heure qu'il y a un rapport de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui a été publié le 4 novembre dernier et qui compare les rapports de force Europe-Russie. Quels sont les points faibles de l'Europe aujourd'hui ? Au niveau militaire, alors on a une interopérabilité grâce à l'OTAN. Sur les 27 pays européens, 24 sont dans l'OTAN. Ça veut dire qu'ils ont des méthodes de communication, de travail identiques. Mais ceci dit, dans les équipements, on a beaucoup d'équipements variés. Et ça, on le sait, et on l'a bien vu sur cette guerre en Ukraine, qu'il est important d'avoir des flux logistiques pour changer les pièces, qui soient identiques. Et on voit bien que si on a un point faible, c'est autour de cette homogénéité des équipements. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'au niveau du spatial, au niveau de l'espace, qu'on prenne une nouvelle place parce qu'il faut qu'on ne soit surtout pas dépendant uniquement des Américains. Alors, on a quand même une certaine indépendance. Et la France, là, grâce à l'arme nucléaire, d'ailleurs, le fait d'avoir développé la dissuasion nucléaire nous a amené à tenir l'espace, nous les Français, mais nous devons aller beaucoup plus loin, surtout que maintenant, les connaissances et la technologie dans l'espace a changé. Maintenant, on fait des constellations de satellites et donc il faut qu'on gagne cet espace et ça, on ne pourra le faire qu'à l'échelle européenne parce que la France seule, ça demandera beaucoup d'investissements et d'où la nécessité d'ailleurs d'augmenter le budget de la défense, chose que nous avons fait et que nous faisons, mais que nous devons absolument voter aussi le budget pour pouvoir permettre l'augmentation. Mais d'ailleurs, l'IFRI, dans son rapport, dit bien qu'en matière d'espace et de cyberespace, l'Europe détient l'avantage sur la Russie, à condition de l'exploiter en déplaçant la confrontation dans ces espaces où la posture de déni russe se révèle moins efficace. L'IFRI évoque aussi la volonté politique qu'il faudra à l'Europe. Et là, on s'inscrit directement dans les mots du général Mandon d'il y a 10 jours maintenant, Bénédicte Tassard. Oui, exactement. Est-ce que les 27 sont prêts à se mettre ensemble et à se défendre ensemble ? Est-ce que les 27 sont prêts à envoyer des troupes en Lituanie ou dans un autre pays balte ou en Pologne si jamais un missile russe arrive au-delà de nos frontières ? C'est le débat qui a lieu actuellement. Vous avez ceux qui sont principalement concernés, les pays en première ligne, la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne, qui se disent prêts. Vous en avez d'autres qui regardent et qui attendent
contente de voir ce qui se passe. Alors, pour être précis, les armées sont prêtes, parce que l'OTAN existe depuis longtemps, l'alliance de l'OTAN existe, et les armées s'entraînent et ont déjà des plans, d'ailleurs, pour pouvoir se déployer. Mais ce qui est important, c'est aussi, et c'est peut-être un peu le propos du général Mandan, c'est que les nations, les populations derrière, doivent être prêtes aussi à se dire, nos soldats professionnels se déplacent et sont prêts à avoir des opérations où il y a des risques certains, et c'est ça l'enjeu. Mais sur le plan militaire, nous sommes prêts. Anastasia, dans votre livre, vous parlez aussi d'une dette de l'Europe envers l'Ukraine. C'est aussi pour ça que l'Ukraine se bat. En fait, il faut comprendre qu'à travers la défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, les Ukrainiens aujourd'hui protègent l'Europe aussi. Les ambitions expansionnistes de Vladimir Poutine ont toujours été extrêmement claires. Les discours que l'on a entendus appliquer à l'Ukraine avant 2014 sont aujourd'hui appliqués aux pays baltes, à la Pologne, notamment sur la question de la contestation de la légitimité de leur existence en tant qu'État souverain. Et donc je pense que vu le réarmement massif dans lequel s'est engagée la Russie et les mesures qui sont prises également au niveau de la population pour la préparer à la perspective d'une guerre longue, en fait, on se dirige effectivement face à une confrontation directe. Et le dernier mot pour Mariette. Mariette, ce mot « guerre », cette guerre donc à laquelle on nous demande aujourd'hui de nous préparer, c'est un mot qu'on entend beaucoup, pas forcément uniquement pour parler de l'Ukraine d'ailleurs, et donc ça crée des polémiques. Exactement, et il faut déjà s'arrêter sur ce mot, Adeline, parce que ça veut dire guerre en grec ancien, polémos. Voilà, mais nous ne l'avons pas gardé, ce mot, nous l'avons réduit à la polémique qui est la guerre des mots. Ça, c'est pour le grec. Alors, dans la séquence, effectivement, de polémique, après les propos du général Mandan, on a vu ressurgir aussi du latin. C'est-à-dire que certains experts nous ont dit « si vis pacem parabellum », c'est-à-dire « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Alors ça, c'est un énoncé pour les Français en tout cas, qui est angoissant, bien sûr. La guerre va donc arriver, s'il faut la préparer, ou alors complètement paradoxal, c'est-à-dire préparons-la pour qu'elle n'arrive pas. Ça, c'est compliqué quand on n'est pas militaire. Alors juste sur bellum, qui n'a pas donné de mot en français, sauf fin, qui est un peu étonnant. Laurent, quand vous jouez à la pétanque ou aux cartes, la belle, ça vient de bellum, c'est la revanche en fait. Mais ça oui, la belle, c'est la partie qu'on joue quand on a gagné la revanche et qu'il y a un partout, c'est ça? On fait la belle. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'a donné le mot. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Non, pas du tout. Ça a à voir avec ça doit être une autre racine, mon cher Laurent. Pardon. Ça a à voir avec le mot belliciste, par contre. Hein. Il y a des pacifistes et des bellicistes. Alors, si le mot guerre ne vient pas de nos ancêtres grecs ou romains, d'où vient-il? Vous savez que nous avons en français aussi une autre source qui vient de l'Est, justement, du Nord-Est, hein, les franciques, c'est-à-dire ces populations. Ah oui, en vrai, le français, c'est du francique. Voilà, c'est les Francs. Voilà, les Francs donnent son nom à notre pays et à notre langue. Alors là, la racine francique ou anglo-saxonne, si vous voulez, c'est vera, W-E-2-R-A. Alors, dans les langues comme l'anglais, ça s'allège, war, et en français, ça fait gueux. Donc la guerre, avec des gens qui sont des gaillards, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Alors la conséquence, c'est que dans notre imaginaire, la guerre, elle ne se fait pas, disons, au soleil du Péloponnèse, hein, avec Polymos par exemple, ou dans les plaines romaines, mais déjà dans les brouillards du nord-est de l'Europe. C'est intéressant. C'est un mot du Moyen-Âge, hein, et on retrouve sur certaines images cet aspect-là, dans les forêts d'Ukraine, par exemple. Alors, dans ces zones-là, depuis février 2022, là, il y a un tabou sur le mot guerre. Hein. Il ne peut pas être prononcé, selon la Russie, qui parle d'opération spéciale. Alors, je vais peut-être vous laisser, Anastasia Fomichova, le prononcer en ukrainien. Ce mot guerre en ukrainien, c'est Vina. Voilà, Vina. Et il est très important de le dire, de le prononcer. Ça a une force de résistance. Donc ça rejoint peut-être le concept de Volia qui fait votre livre et qui est apparemment une force d'âme spécifique à l'Ukraine. Alors pour finir, pour nous, qu'est-ce que ça fait ce retour de la guerre dans le vocabulaire, Adeline? Ça fait que, si vous voulez, et ça me réjouit plutôt, la vraie guerre nous permet d'éviter la fausse, parce qu'on employait beaucoup trop cette métaphore dans le discours aussi médiatique. Guerre des sexes, guerre des générations, guerre dans le métro quand il y a trop de monde, etc. Guerre contre le Covid. Bon, ça, je pense que c'est fini, on ne peut plus le faire. On ne doit plus le faire. On ne doit plus le faire, exactement. Tant mieux,
moral, c'est éthique. Ce serait incongru, déplacé, je dirais même obscène, d'employer cette guerre métaphorique, alors que, évidemment, dans la vraie vie, la vraie guerre occasionne tant de souffrances. Merci Mariette de toujours nous rappeler que les mots ont un sens. Et finalement, le dernier mot, on va le donner à Anastasia. Comment on dit paix en ukrainien? La paix. Mir, c'est la... Moi, je vous dis dakuyu. C'est comme ça qu'on dit merci, non? Dakuyu. Dakuyu, merci d'être venu ce soir dans Chaque Voix compte. Merci Bénédicte Tassard. On vous écoute chaque matin sur RTL à 8h10 pour la question internationale. Merci Jean-Michel Jacques. La bataille du budget se poursuit dans l'hémicycle. On n'a pas fini d'en parler aussi. Merci sincèrement à tous les trois. Dans un instant, tout autre chose dans Chaque Voix compte. La question qui fâche, qu'est-ce qu'on attend pour interdire le protoxyde d'azote en France? On va en parler avec nos 3 prochains invités. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Ce soir, Laurent, vous avez choisi de nous raconter l'histoire d'un homme politique qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois. Et c'est pas n'importe qui, puisque c'est le propre fils de Nicolas Sarkozy, Louis, qui tente de se faire un prénom. Oui, et je crois que personne n'a pu y échapper. Louis Sarkozy, 28 ans, est chroniqueur à la télé, à la radio. Il est auteur d'essais sur Napoléon, sa grande passion. Et puis depuis quelques mois, il est candidat, soutenu par LR, à la mairie de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Alors, Sarko Junior parle beaucoup. Il parle fort, il parle d'à peu près tout. Et hier, par exemple, il est parti, et encore ce matin, en croisade contre les feux rouges, les panneaux stop et les lignes blanches. Trop de règles, dit-il. Libérons les routes. 70% des automobilistes français disent déjà ignorer la signalisation. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette proposition, c'est qu'elle reflète la réalité en fait. Les gens déjà ignorent la signalisation, on met en pratique ici, et d'ailleurs je précise que c'est une maximisation de la liberté individuelle, on remet l'individu au centre de sa propre sûreté. Aujourd'hui, pourquoi ne pas tenter dans des zones ciblées une expérimentation vu les résultats stupéfiants de ça? C'est ça que je plaide au fond. Si demain j'étais l'empereur de France, je ne supprimerais pas la totalité immédiate. Je ferais des zones d'expérimentation. L'empereur. Pour tester, parce que j'assume un pouvoir législatif aussi bien que politique. Ça doit être mes Roland bonapartistes. Voilà. Alors Adeline, ces 2 petites séquences, je crois, sont un parfait condensé du style Louis Sarkozy. C'est l'enchaînement provocation, démonstration et petite punchline que maîtrisent au fond les pros de la communication politique. Temps 1, la provocation, je l'ai dit, dire un truc énorme pour être entendu. Il a les codes des réseaux sociaux, les codes de sa génération. Et d'ailleurs, cette affaire de code de la route n'est que la dernière en date, pour ceux qui s'y intéressent. Vous savez qu'en février dernier, il avait eu cette phrase dans le journal Le Monde, brûler l'ambassade d'Algérie pour régler l'affaire Boualem-Sansal, qui d'ailleurs lui avait valu un signalement en justice. Ça nous amène d'autant deux que j'évoquais, celui de la démonstration. On passe des tripes au cerveau, et là, il évoque des études scientifiques permettant de justifier son idée d'origine. D'ailleurs, sur le terrain, en campagne, à Menton, le candidat Louis Sarkozy fait une campagne normale, classique, argumentée, rationnelle, parce qu'il n'a pas besoin de crier pour être entendu sur le terrain. Il est comme n'importe quel candidat. Et puis, il y a le temps 3, vous l'avez entendu, le petit truc du pro, la punchline, l'air de rien. On rigole sur Napoléon, et vous l'avez entendu, citer l'empereur quand on parle de feu rouge pour détendre l'atmosphère, c'est un métier. C'est sûr. Alors, il cite Napoléon sans doute, mais Louis Sarkozy, c'est d'abord pour le grand public le fils de son père, pardon. Et l'ombre plane forcément sur ce début de carrière. Et Louis Sarkozy, vous avez totalement raison Adeline, s'attaque à une loi presque biologique de la Ve République. Ça n'est pas facile du tout de percer en politique quand on est le fils d'un président. Philippe de Gaulle a fini par entrer au Sénat, mais après une très longue carrière militaire entamée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Gilbert Mitterrand, plus tard élu député en 81, en même temps que son père entrait à l'Élysée, n'a pas connu de carrière nationale. Et puis il y a eu, alors je l'appelle Louis le Ier, Louis Giscard d'Estaing, fils du président, à la carrière politique plus affirmée, plus longue. Il a été élu sur son nom et son prénom à de nombreuses reprises. Et il anime aujourd'hui la fondation qui porte le nom de son père et qui entretient sa mémoire. Alors la grande question, Laurent, c'est Louis Sarkozy va-t-il tuer le père pour exister en politique ? Ou bien est-ce que ce sera un héritier dans les pas de l'ancien président ? Alors, il y a donc 2 scénarios. Le scénario 1, le parricide politique, je n'y crois pas. Bien sûr, Louis Sarkozy construit sa propre image sur Instagram, encore une fois sa génération. En bon politique,
il fabrique sa dynastie, vous le voyez, avec sa femme, son enfant. Et on sait que politiquement, on voit qu'il cherche à s'émanciper dans ses éléments de langage. Il revendique une ligne plus dure, plus libérale, beaucoup plus radicale que celle de son père. Mais je crois quand même que c'est le scénario 2 qui se dessine, celui du prince loyal. Il assume l'héritage. Et au fond, c'est normal, Adeline, on le sait tous, Louis Sarkozy est sur la photo depuis qu'il est tout petit. Cette photo de la vie politique. Regardez l'investiture de Nicolas Sarkozy, évidemment, en mai 2007. Mais l'attente s'éternise. Alors, Louis s'échappe pour aller admirer de plus près le collier de Grand Croix de la Légion d'honneur, qui sera bientôt remis à son père. Il bénéficie aussitôt des explications d'un spécialiste. Voilà, et ces images, on les connaît, elles sont imprimées dans la rétine des citoyens. Sur son compte Instagram que j'évoquais tout à l'heure, Louis Sarkozy publie très régulièrement des photos de lui avec son père, notamment dernièrement lors de la phase prison qu'a traversée Nicolas Sarkozy. Louis Sarkozy est un homme pressé. Je n'ai pas de conseils à lui donner, hein, mais je crois qu'en politique, même sans feu rouge, il sait qu'il ne faut pas faire d'excès de vitesse. Merci Laurent. On passe à la question qui fâche. C'est une question qu'on se pose depuis hier. Combien de drames faudra-t-il pour que le protoxyde d'azote soit interdit en France ? Eh bien, on en parle ce soir dans Chaque Voix compte avec vous, Vincent Ledoux. Bonsoir. Bonsoir. Député Ensemble pour la République. Bonsoir, Joël Mélin. Bonsoir. Député Rassemblement National. Et bonsoir, Amine Meniamina. Vous êtes spécialiste en addictologie, chef du service psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Paris. On a aussi beaucoup de questions à vous poser en tant que spécialiste. Mais c'est Stéphanie Despierres qui pose d'abord la question qui fâche ce soir. Dans la question qui fâche ce soir, un produit qui fait des ravages chez les jeunes, le bien mal nommé gaz hilarant, aux conséquences parfois dramatiques. Mardi dans la nuit, à Alès, 3 adolescents sont décédés dans un accident. Leur voiture a plongé dans une piscine. La police a retrouvé plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote dans le véhicule. Le 1er novembre, à Lille, Mathis, 19 ans, est mort percuté par une voiture. Le conducteur avait consommé ce même gaz. Les parents de la victime, via leur avocat, réclament des mesures fortes et immédiates. 1. Des arrêtés préfectoraux pour suspendre la vente au grand public de ce protoxyde d'azote. Urgence numéro 2, faire une loi pour pénaliser ceux qui en détiennent, en consomment, en achètent ou en vendent. Même s'il a des effets similaires, quand il est consommé en grande quantité, le protoxyde d'azote n'est pas considéré comme une drogue. Il est légal et en vente libre. Les cartouches servent normalement à faire de la chantilly, mais aussi comme anesthésiant à l'hôpital. En 2021, une première loi est votée. Elle interdit la vente aux mineurs, mais elle est facile à contourner. Policiers et médecins le savent bien. Aujourd'hui, la législation veut qu'il faut être un professionnel de la restauration pour acheter du protoxyde d'azote. Mais bon, je vais sur un des sites, je lis à peine ça, j'accepte pour avoir accès au site, je clique sur oui et voilà, j'ai aujourd'hui la possibilité d'acheter tout le protoxyde d'azote que je veux. Fin 2024, nouvelle proposition de loi portée par la France Insoumise et soutenue par une centaine de députés de tous bords. Début 2025, à la quasi-unanimité, l'Assemblée vote l'interdiction totale de la vente aux particuliers. Mais 2 mois plus tard, vient un autre texte, le Sénat se contente de pénaliser l'usage détourné du protoxyde d'azote. Depuis, les discussions sont au point mort. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Qu'attend-on pour interdire le protoxyde d'azote ? D'abord, Amine Meniamina, est-ce qu'on sait aujourd'hui mesurer l'ampleur de ce fléau ? Oui, on le sait. On a des études épidémiologiques très fiables qui sont produites par l'OFDT, l'Observatoire français des tendances addictives, qui testent régulièrement, qui mesurent les tendances des produits consommés, alcool, tabac, cannabis, mais tout ce qui vient. Et il y a une dizaine d'années, on avait des tendances émergentes, un phénomène dont on pensait qu'il allait disparaître. C'est le détournement du protoxyde d'azote, qui était le fait d'étudiants en médecine de pharmacie. Je me souviens avoir fait une conférence à Châtenay-Malabry. Ça part de là ? Ça part de là, au départ. Mais bon, je ne veux pas non plus jeter l'opprobre sur mes élèves. Ce n'est pas ça, mais c'est venu de là. Parce que comme ça a été dit très bien dans votre reportage, c'est un produit qui est utilisé en anesthésiologie.
mais aussi dans l'industrie automobile et dans l'industrie de la cuisine, hein, pour faire court. Et donc, au fur et à mesure que le phénomène s'installait, on a fini par mesurer ce qui n'était plus une tendance, mais quelque chose qui s'installait. Et chemin faisant, ce qu'on vit n'est rien d'autre que la biographie normale d'un produit qui s'installe. On arrive sur la période des dommages. Le fait que des jeunes meurent du protoxyde d'azote indirectement, le fait qu'on ait des jeunes filles ou des jeunes garçons qui, en moins de 20 ans, circulent avec des chaises roulantes parce qu'on a une neurotoxicité très importante, le fait qu'on a ce qu'on appelle des dommages aigus et chroniques, ce n'est rien d'autre que le temps qu'il a fallu pour que ce produit s'installe et occasionne ce que l'on voit maintenant. Alors, on va en reparler des dégâts que provoque le protoxyde d'azote, mais est-ce qu'il est juste de dire, comme le dit une étude publiée ce matin par la Fondation Vinci Autoroute, qu'un jeune de moins de 35 ans sur 10 en consomme aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu, mais je ne suis pas étonné. Ça vous paraît être le bon étiage? Ça me paraît tout à fait probable, parce qu'on a des tendances maintenant dans les soirées, dans les endroits où l'on expérimente des produits un peu nouveaux. On consomme du protoxyde d'azote sous forme de baudruche. On a tout un système qui vient livrer des grosses bonbonnes. Ce n'est pas les petites cartouches que l'on voyait dans les rues de nos villes, des grosses bonbonnes. Il y a tout un système qui s'est organisé depuis les interdictions. Je réponds partiellement un peu à la question de l'émission. Donc, il y a tout un système clandestin qui s'est organisé pour livrer dans des soirées privées ce type de produit. Vincent Ledoux, que dites-vous ce soir? D'abord, c'est une question qui ne doit pas fâcher, en quelque sorte. Elle doit fâcher parce qu'il faut que les pouvoirs publics prennent la véritable mesure, ce qu'ils commencent à faire. Mais ça fâche les parents de victimes, par exemple, monsieur. Et nous donne les bons outils pour que, à la fois, les policiers et les magistrats puissent intervenir dans la phase répressive, et qu'aussi les soignants, et puis que tous ceux qui accompagnent la prévention puissent être complètement mobilisés. Mais c'est un sujet qui doit faire le consensus politique le plus large possible, parce qu'on est confronté, je me tourne vers ma collègue, on est confronté à un véritable problème de société qui touche tout le monde et qui devient de plus en plus expansif et sur lequel il faut frapper fort tant sur la vente qu'au moment de la consommation. C'est quoi frapper fort aujourd'hui ? Comment ? C'est quoi frapper fort aujourd'hui en sachant que la loi de 2021, en fait, elle n'a pas fonctionné. On voit que les jeunes continuent à réussir à se procurer. Ça veut dire que notamment en physique, il faut taper sur les commerces qui vendent ça de manière complètement illégale, sans contrôle sur le volume de la vente, sans contrôler l'identité de la personne, l'âge, etc. Enfin, on sait tout ça. Les gens qui vont faire du racolage auprès des collèges, auprès des lieux festifs, voilà. Également sur les plateformes en ligne qui vendent tout et n'importe quoi. Mais ce matin, j'ai halluciné, j'ai découvert, je ne le savais pas, qu'il y avait des parfums aujourd'hui. Donc ça veut dire que tout ça est marketé, que tout ça s'adapte. Oui, on a aromatisé le protoxyde d'azote, c'est ça ? Il faut responsabiliser toute la chaîne, y compris les industriels, qui ne peuvent pas ne pas savoir que lorsqu'ils marketent leurs produits, goût banane, goût framboise, goût fraise ou chocolat, enfin attendez, excusez-moi, j'ai pas l'impression qu'on fasse de la crème chantilly. Mais pardon, alors vous le dites, mais vous faites quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On est complètement mobilisé là-dessus. Moi, j'ai déposé un tas de questions écrites pour sensibiliser. Je me renseigne pour savoir quel est le bon véhicule législatif qui pourrait nous permettre de trouver... Parce qu'il ne s'agit pas d'interdire. Je ne pense pas qu'il faille interdire, parce qu'on sait que c'est un produit qui a un usage légal. On en a besoin en clinique, je parle sous votre autorité. On en a besoin en cuisine. Il y a un tas de domaines d'application où c'est véritablement utile. Là où il faut frapper fort, c'est là où on sait que ça va être festif, mais le terme n'est absolument pas joli quand on sait les conséquences que ça peut prouver. Donc, il y a des choses à faire. Ça peut être l'amende forfaitaire délictuelle, ça peut être de la contravention, ça peut être du pénal aussi, avec de l'emprisonnement pour ceux qui vendent de manière illégale. Enfin, vous voyez, il y a toute une chaîne qu'il faut mettre en œuvre. Ça peut être du réglementaire, mais ça peut être aussi la loi. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Il faut y aller maintenant. Joëlle Mélin. Oui. Vous voulez aller, vous, jusqu'à l'interdiction totale ? Alors ça, je vais vous le dire, bien évidemment. Je voudrais d'abord déjà dire qu'il faut une pensée, surtout ce matin, avec le drame qu'on a appris, pour les victimes qui s'en sont rescapées, puis à ceux qui, malheureusement, ne le sont pas, et les familles et le drame. On pense entre autres à ce qui s'est passé, le jeune homme qui a été tué sur la route l'autre fois. Mathis. Son prénom m'échappe et j'ai une Mathis. Mathis, pardon. Et je pense à sa maman et à tout ce qui se passe autour. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, là, dans le cas particulier, mais je parle sous mon confrère addictologue, c'est quand un comportement devient un marché, et après on ne sait plus si c'est le marché qui crée le comportement ou le comportement qui entretient. Toujours est-il qu'on est dans un système qui, évidemment, va plaire aux jeunes, d'autant plus que tout ça se fait dans un système festif et qu'il y a la consommation de multiples produits en même temps. Donc, et dans ce cas de figure,
une des actions qui, moi, me semblait intéressante dans ce que j'avais appris sur le chemin des drogues, c'était pouvoir repérer très en amont les produits précurseurs. Parce qu'on voit quand il y a une augmentation de transit de produits chimiques bruts, on peut se dire, tiens, là, on va pouvoir faire quelque chose en amont. Eh bien là, on ne peut pas, que je sache, on ne peut pas. Le produit est livré tel quel. Donc à partir du moment où les réseaux, les marchés se sont créés des clientèles captives, il faut taper très fort et malheureusement, la prévention a moins de place et beaucoup de répression. Et là, quand il y avait eu cette proposition de loi qui était en début d'année, nous l'avions tous votée très largement, l'interdiction en particulier semblait tomber sous le sens dès l'instant qu'il y avait des usages détournés. Là, effectivement, maintenant, il faut qu'on y aille très fort et que tout le monde s'y mette et peut-être pas se perdre dans des méandres législatives, moitié comment on fait si on ne se Sénat, perd pas dans des méandres législatifs? Le chemin le plus court pour aller vers les mesures que vous appelez... Le plus court, c'est de prendre un véhicule législatif qui existe. Alors, ça peut être la PPL du Sénat, ça peut être la PPL de l'Assemblée. Le gouvernement amende et nous amendons. Enfin, vous voyez, ça peut aller très très vite et il faut qu'on travaille tous ensemble sur le sujet. Mais je répète, la prévention, c'est indispensable parce que les gens ne savent pas. Je vais en parler. Merci, mais avant de parler de la prévention, je voudrais parler du constat aujourd'hui. Parce que vous, Amine Benhamina, les dégâts du protoxyde d'azote, vous les voyez tous les jours et je voudrais que vous nous en parliez, que vous nous disiez à quoi ressemblent les jeunes qui arrivent chez vous. Alors, les jeunes qui arrivent chez moi, je suis addictologue. Alors, je suis en lien avec les urgences, avec mes collègues neurologues. Ce sont des jeunes qui sont dépendants à ce produit. Parce que ça crée une dépendance, le protoxyde d'azote ? Avec le temps, ça a créé une vraie dépendance, avec une expérience qui est renouvelée, avec un déni total des effets. Et moi, dans ma file active, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns, qui consomment jusqu'à une trentaine de ballons de baudruche par jour. C'est énorme. J'étais moi-même ahuri lorsque je posais la question. Mais dans quel état on est après 30 ballons ? Il y a une tolérance. Ensuite, les dommages s'installent. Et donc, on a un effet, comme toute addiction, lié au manque, avec un craving, c'est-à-dire une envie irrépressible de consommer. Mais comme tout produit qui, au bout, entraîne une addiction, il y a des étapes au cours desquelles on peut intervenir. Il y a l'usage nocif, l'abus, puis la dépendance s'installe. Et quand la dépendance s'installe, les dommages liés à la dépendance s'installent. Et donc, il m'arrive, comme mes collègues, de recevoir, je le dis, des dommages physiques, mais avec une addiction derrière. Et tout un travail de sevrage. Mais le problème, c'est que lorsqu'on touche le nerf, c'est classique, c'est la seule chose qui ne repousse pas, à part et même les fanins repoussent lorsqu'on touche les nerfs. C'est-à-dire qu'il y a une neurotoxicité parce que le protoxyde d'azote vient détruire la vitamine B12 qui alimente nos nerfs. C'est fini, c'est terminé. Sur les effets immédiats, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps des accidents de la route provoqués par des jeunes avec des cartouches de protoxyde retrouvées dans leur voiture, quel est le lien entre la prise de protoxyde d'azote et le fait d'avoir un accident de la route ? Pardon, c'est peut-être une question Non, c'est une très bonne question. Il y a ce qu'on appelle les effets aigus. D'ailleurs, ce sont des effets recherchés lorsqu'on prend le protoxyde. Il est hilarant, mais pas tant que ça. On dit c'est un gaz hilarant, mais pas tout à fait marrant. Donc, on rigole un tout petit peu, puis on renouvelle l'expérience dans la soirée, puis on a une ivresse, un étourdissement, parfois des hallucinations, des palpitations cardiaques. Donc, on n'est pas du tout en état de conduire. On est moins alerte. C'est, je le dis avec un euphémisme, que si on n'en prenait pas. Et donc, je ne suis pas étonné de voir ces accidents comme on les voit. D'autant que ce sont des cartouches qui sont consommées dans la voiture et non pas dans la soirée, puis on prend le véhicule après. Donc, ils se font leur trip, entre guillemets, pardon du terme, dans le véhicule. Il n'y a même pas de message de prévention sur les cartouches de protoxyde d'azote. Il faut écrire sur les cartouches de protoxyde d'azote, attention... Vous réclamez Oui, absolument. Oui, absolument. Ah ben tout à fait, il faut. Parce que quand vous avez il n'y a aucun message aujourd'hui. Non, et puis quand c'est marketé avec des framboises, des fraises, tout ça est très, très alléchant pour le jeune, ou pour n'importe qui d'ailleurs au demeurant. Mais il n'y a pas marqué comme sur un paquet de cigarettes, par exemple. Oui, on a réussi à afficher des poumons pourris sur les paquets de cigarettes. On devrait pouvoir faire quelque chose avec le protoxyde d'azote. Vous le disiez, il y a un énorme... angle mort, c'est la prévention. Rien. Aucune campagne, aucune sensibilisation prévue à l'école. Pourquoi ? Si, un peu quand même. Un peu à l'école ? Si, parce que moi, chez moi, dans l'ARS Hauts-de-France, il y a des vidéos qui ont été faites, il y a un travail qui est fait avec l'éducation nationale. Il n'y a pas de campagne nationale, c'est ça que je veux dire. Ah oui, non, sans doute, il faudrait une campagne nationale. C'est des initiatives locales. Je peux vous dire que les ARS bricolent des choses qui sont plutôt pas mal faites, franchement. Et puis les médias qui commencent vraiment à embrayer, et je vous remercie parce que c'est très important aussi que vous puissiez montrer des reportages. Et peut-être aussi, alors, je pense que les victimes ont un peu de mal à témoigner, me dit-on, à chaque fois, parce que c'est compliqué. On en a quelques-uns. Voilà. Mais ça, c'est pour moi essentiel qu'ils
des témoignages. J'ai peut-être un bout de réponse, mais je vois ça à travers mon regard de soignant. Faire des campagnes nationales, c'est reconnaître que le problème est installé dans la société. Et s'il est installé, il faut prendre des mesures. Pardon, et les mesures, elles coûtent. Je parle comme médecin hospitalier qui a du mal à Oui, c'est comme si on faisait une campagne sur la cocaïne au volant. Oui, voilà. Oui. Non, mais c'est clair, c'est une réalité. Et ça, c'est une problématique que je connais en tant qu'addictologue, parce que c'est ne pas nommer les choses, c'est éviter évidemment de les prendre en charge. Je ne fais de procès à personne, mais les reconnaître, c'est mettre en place tout un programme. Et là-dessus, je pense qu'on peut s'appuyer sur les élus engagés. Je sais que Vincent le fait, Madame, puisque vous êtes là. Vous êtes favorable à une campagne, voilà, Madame Mélin, vous seriez favorable à une grande campagne de prévention nationale? Très grande campagne de prévention, sachant que là, nous parlons du protoxyde ce soir, mais nous en parlions tout à l'heure. Il y a actuellement des nouvelles drogues sur le marché qui sont maintenant, qui vont être une déferlante, des drogues de synthèse qui ont comme particularité, si je suis bien renseignée, je parle encore une fois sous votre contrôle, d'être extrêmement rapidement addictives, irréversiblement, et avec des dégâts au niveau cérébral très importants et très rapidement. Je crois qu'il y a un Donc le mélange des gens pose un vrai problème. Laurent, oui, et la question qui fâche des téléspectateurs et fâche Martin, qui habite dans la Loire et qui pose, ou plutôt qui vous interpelle, qui dit « Nous aurions dû l'interdire depuis que nous connaissions les dangers et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année ». Est-ce que vous pourriez donner une date? Cette PPL, vous la reprenez quand? Parce qu'il y a des parents qui disent « Mais quand est-ce qu'ils votent ?» Je pense que ce serait superfétatoire que de dire qu'avant Noël, les choses puissent se faire. Mais bien sûr, mais vous comprenez l'émotion des téléspectateurs. Sur un budget social, ce serait déjà plutôt pas mal. Bon, voilà, ce qui permettrait aussi de donner les moyens aux services de fonctionner et faire de la prévention. Non, mais je pense que Laurent Nunez reçoit la semaine prochaine les parents du jeune Matisse. Je pense qu'il fera peut-être des déclarations à ce moment-là. C'est compliqué parce que c'est de l'interministériel, comme on dit. Alors, dès que vous avez de l'interministériel, ça complique un peu les choses. Parce que oui, vous avez à la fois le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur. Peut-être un bout de justice, donc il faut que tout ça s'enclenche. Rappelez-vous, il y a la loi homicide routier, où il doit y avoir aussi des pistes possibles sur la liste des produits toxiques qu'il ne faut pas prendre. Mais il y a des parents qui ont la trouille, quoi. Hein, mais ils ont raison. Il y a des parents qui ne savent pas quoi faire. D'ailleurs, j'ai une dernière question pour vous, professeur Benyamina. Il y a des parents qui s'inquiètent. Est-ce qu'on peut reconnaître une personne sous protoxyde d'azote? On peut reconnaître si on pose la question, mais c'est vrai que là, si on ne pose pas la question, si on ne voit pas le contexte, c'est un peu compliqué, parce que de l'extérieur, on voit quelqu'un qui est heureux, il aurait parfaitement pu prendre de l'alcool ou autre chose. Il y a un organisme qui est en capacité de gérer ça, c'est la MILDECA. C'est la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives, à qui on ne s'adresse pas suffisamment peut-être dans ces sujets. Hein. Vous avez raison. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir en parler sur le plateau de Chaque Voix Compte. Restez là parce que tout de suite, c'est Bourbon Express. C'est le journal de l'Assemblée nationale, très chargé, avec Marco Pommier. Bonsoir mon cher Adeline. Marco. Ce soir, d'abord, un nouveau coup de pression de Sébastien Lecornu sur le budget de la Sécu. Oui, le deuxième en 2 jours. Sébastien Lecornu qui avait annulé plusieurs rendez-vous aujourd'hui pour être présent dans l'hémicycle. Et vers 15h, il a lancé une mise en garde aux députés. Et donc je souhaite qu'il soit communiqué à l'ensemble de la représentation nationale l'étude d'impact en l'absence de projet de loi de finances de la sécurité sociale qui nous amènerait, je cite, à une perte de contrôle total du pilotage de la sécurité sociale qui nous emmènerait à 29 ou 30 milliards d'euros de déficit pour l'année prochaine. 29 à 30 milliards d'euros de déficit en l'absence de budget de la Sécu en 2026. À l'origine de ce chiffre, la direction de la sécurité sociale, c'est la conclusion de cette note. Et cette note, elle a mis le feu aux poudres. En gros, la note nous dit soit on est macroniste, soit c'est l'hiver nucléaire et les cavaliers de l'apocalypse qui déferlent sur le pays. Bon. Vous pouvez nous faire toutes les notes alarmistes que vous voudrez, cela ne résumera pas, cela n'annulera pas nos différences politiques que nous défendrons jusqu'au bout de ce PLFSS. Madame la ministre, j'ai cherché, je ne sais pas où c'est. Où sont vos mesures sur l'immigration? Où sont vos mesures contre la fraude? Où sont vos mesures sur la bureaucratie? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Bon, vous venez de voir Jean-Philippe Tanguy du RN, immédiatement ciblé par le patron des Républicains à l'Assemblée, Laurent Wauquiez. Nous avons une note qui nous dit « S'il n'y a pas de projet de loi de financement, nous ne pourrons pas avoir de nouveaux projets dans les hôpitaux. » Aucune importance pour M. Tanguy et le RN. Alors, M. Tanguy, soit vous êtes irresponsable, soit vous ne savez pas lire, mais il y a une chose qui est sûre, vous êtes meilleur pour voter les augmentations d'impôts avec la gauche.
Et pour tenter de recadrer les débats, de mettre un point final à cette discussion, le Premier ministre a repris son micro vers 17h50. Il s'adressait aux Insoumis. Est-ce que vous condamnez le propos de votre collègue qualifiant une note de service adressée à des membres du gouvernement commise par un haut fonctionnaire de tract, sous-entendu de tract politique? Ça, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'un certain nombre de principes soient défendus ici à l'Assemblée nationale. Bon, ambiance chaude, hein. Grande tension dans l'hémicycle, c'est même monté d'un cran entre socialistes et insoumis pendant une suspension de séance. Plusieurs députés nous ont raconté une scène. Le député LFI Éric Coquerel se serait précipité vers les bancs du PS. Un huissier a dû intervenir pour faire barrage. Ah oui, carrément. Ambiance, beaucoup de tension dans l'hémicycle. Donc, sur le fond, pardon, mais on en est où ? Eh bien, écoutez, vers 18h30, Sébastien Lecornu a demandé une suspension de séance de 30 minutes. Elle a duré 1 heure, en fait, cette suspension. Objectif, trouver un compromis sur l'augmentation de la CSG sur les revenus du patrimoine. Une mesure pour obtenir les voix des socialistes. Sébastien Lecornu s'est enfermé avec les 4 chefs du groupe du socle commun. Laurent Wauquiez, par exemple, Gabriel Attal. Et un amendement de compromis a été présenté il y a quelques minutes, juste avant 20h, dans l'hémicycle, pour que les classes moyennes ne soient pas impactées par cette hausse de la CSG sur le capital. Bon, et notre compteur d'amendements, Marco, il en est où là ? Il en reste 531 des amendements, Adeline. 531 ? Dans la soirée ou demain, les députés devraient se prononcer sur la partie recette. Rectification de M. Ledoux. Pardon ? Le compteur d'amendements n'est pas bon ? Moi, je fais waouh tout simplement. Non, c'est 531. Ah, waouh, pardon. Comme le gouvernement a redéposé les amendements, eh bien, on est à 531. Donc, dans la soirée ou demain, je vous le disais, les députés devraient se prononcer sur la partie recettes, sur ce budget de la Sécu. Si ça passe, les débats se poursuivront sur la partie dépenses, avec un vote final sur l'ensemble du texte prévu le 9 décembre, mardi prochain. On disait waouh, parce que 531 amendements, vous n'êtes pas couchés, mesdames, messieurs les députés. Mais vous avancez. La question qui fâche. Un mot aussi des députés qui ont réagi à la condamnation en Algérie hier soir du journaliste de sport Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison ferme, notamment pour apologie du terrorisme. Oui, disait hier soir, la présidente de l'Assemblée a réagi sur X, Yaël Braun-Pivet, dit regretter vivement cette décision. Elle estime que c'est la liberté de la presse qu'on tente d'enfermer. Condamnation unanime aussi des députés. L'incompréhension, Christophe Glaise est un journaliste qui faisait simplement son travail. C'est inacceptable, c'est intolérable. Il faut absolument que la France mette toute sa diplomatie au service de sa libération. Je souhaite qu'il puisse être gracié et que la France mette tout en œuvre pour que cette personne-là, Christophe Glaise, retrouve sa liberté et puisse réexercer son métier de journaliste, notamment pour un journal qui me tient à cœur, qui est SoFoot, où il fait un travail assez formidable depuis des années. Voilà, l'hommage à Christophe Glaise. Plus légèrement, Marco, on va bientôt dire au revoir à cette année 2025. Et c'est l'heure du bilan. Oui, avec aujourd'hui le classement des recherches les plus populaires en France en 2025 sur Google. En tête du classement des personnalités politiques, on trouve, vous avez une idée ? Marco Pommier. Non, pas Marco Pommier. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, suivi de son prédécesseur, François Bayrou. On notera aussi la performance des Sarkozy, avec d'abord le ça, père c'est Laurent Guimier, ça. En 3e position, largement médiatisé avec sa condamnation. Puis Louis Sarkozy, Laurent nous en parlait tout à l'heure. Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, clôture ce top 5. Je voulais juste dire, où sont les femmes ? Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Bon, c'est vrai. Merci Marco. Merci Adeline. Et merci à vous d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Merci Mariette, merci Laurent. Et merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Chaque Voix Compte est rediffusée à 23h30 tout à l'heure. Vous retrouvez aussi l'émission en replay sur lcp.fr et en podcast. Nous revenons demain à 19h30 pour une émission spéciale consacrée à la dénatalité, émission en public. Dans un instant, c'est l'ami Jean-Pierre Gracien et ses débats doc sur LCP. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.